Bonjour à tous, rebonjour. Oui, tiens, attends. Voilà, là elle est ouverte. Hein. Droite-gauche. Voilà, c'est les flèches, oui. Donc on va commencer cette troisième table ronde cet après-midi, donc qui sera animée par Olivier Berthaud, qui est ici présent. Et je vais demander à Denis Ourdet, qui est là-bas, qui arrive, à Michael de bien vouloir venir nous rejoindre, et à Gisèle Bendibelec, qui de bien vouloir venir nous rejoindre également sur le parterre. Voilà, et pendant que vous vous préparez, je vais lancer la vidéo introductive, et après, Olivier, je te cède la parole. Les écosystèmes innovants en 2 minutes. Les écosystèmes innovants, c'est quoi? Les écosystèmes innovants se caractérisent par un ensemble dynamique d'acteurs, d'institutions et de ressources qui interagissent de manière collaborative et synergique pour favoriser l'émergence et le développement de différents types d'innovations. Création de nouveaux produits et de nouveaux services, transformation des organisations, mise en œuvre de nouvelles pratiques, déploiement de technologies de rupture. Un écosystème innovant est lui-même une innovation en termes de gouvernance. En effet, contrairement à une approche traditionnelle centrée sur une seule entreprise ou institution, un écosystème innovant englobe un large éventail d'acteurs réunis autour d'une ambition commune, selon des modalités définies collectivement. Les écosystèmes innovants, pourquoi ? Les écosystèmes innovants permettent de stimuler l'innovation. Ils favorisent en effet l'émergence et le partage d'idées novatrices et créent les conditions de la mise en place d'un processus d'innovation continue. Les écosystèmes innovants contribuent ensuite à créer un environnement attractif. Ils offrent ainsi un cadre propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation, en s'appuyant sur des infrastructures type incubateurs, accélérateurs, espaces de coworking, ainsi qu'en bénéficiant de politiques publiques favorables et d'un accès au financement. Ils offrent ainsi un vivier de compétences qualifiées au service de la dynamique d'innovation. Enfin, les écosystèmes innovants sont créateurs de valeur économique et sociale. Ils participent au dynamisme de l'économie locale et à la création d'emplois de qualité et à la résolution de problèmes sociétaux. Les écosystèmes innovants, comment ? La collaboration constitue le principe fondamental des écosystèmes innovants. Le fonctionnement en réseau favorise le partage de connaissances, de ressources, de compétences, les apprentissages mutuels et le développement de partenariats de long terme. Ensuite, le soutien aux startups et aux entrepreneurs est important. Il implique le développement d'incubateurs, d'accélérateurs, ainsi que l'animation de programmes de mentorat. Également, les écosystèmes innovants encouragent la formation et l'éducation, en fournissant des opportunités d'apprentissage, de formation et de développement professionnel au cœur de l'écosystème. De plus, les écosystèmes innovants ont vocation à faciliter l'accès au financement pour les startups et les entreprises innovantes, en mettant en relation les entrepreneurs avec des investisseurs, des fonds de capital risque et d'autres sources de financement. Enfin, les écosystèmes innovants développant l'innovation ouverte par la constitution et l'animation de communautés d'innovation intégrant usagers, habitants et clients dans des pratiques de co-création, voire de co-évaluation des produits et des services proposés. Conclusion. Les écosystèmes innovants constituent un type de gouvernance collaborative réunissant différents profils d'acteurs sur un territoire donné pour développer et mettre en œuvre des solutions novatrices. Ces écosystèmes innovants contribuent à la création d'emplois de qualité, à la croissance économique et à la résolution de problèmes sociétaux, renforçant ainsi la compétitivité régionale ou nationale et améliorant la qualité de vie des citoyens. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent à approfondir. Quelles sont les ressources nécessaires pour garantir une animation dynamique et pérenne des écosystèmes innovants ? Comment organiser la collaboration entre acteurs quand les intérêts sont contradictoires, voire conflictuels ? Comment faire des écosystèmes innovants un levier de développement territorial ? On applaudit.
applaudit pour la vidéo. Merci beaucoup. Bienvenue. La tâche sera rude. Nous sommes après le déjeuner. Il va falloir maintenir le niveau d'excitation. Nous allons parler donc d'innovation, de changement et de gouvernance avec 3 participants dont j'ai perdu le nom sur l'écran devant moi. Merci. Donc j'ai Monsieur Denis Hourde qui est directeur des stratégies partenariales à la ville d'Arras, Monsieur Michael Debout qui est président du CICES, le Centre international de coopération économique et sociale, et Madame Gisèle Mendy-Bilek, maître de conférence des universités à Pau-Bayonne. Et nous allons donc parler de 3 cas différents à plusieurs égards, mais qui ont beaucoup de thèmes communs, de questions surtout communes en termes de management public. Et nous commençons avec vous, Monsieur Hourde. Bienvenue, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Donc, pour les slides, je ne sais pas du tout comment on fait pour les passer. Par contre, et la petite télécommande, hop, voilà. Alors, tenez-vous bien, le titre, les enjeux de l'innovation managériale dans la gouvernance interne et externe des partenariats. C'est vrai qu'une collectivité, elle ne vit pas sur elle-même. Elle évolue au sein d'un environnement plus ou moins complexe, d'acteurs locaux, de partenaires institutionnels. Lever les freins à la conduite d'un projet de territoire et investir ensemble pour un système de gouvernance stratégique et contractuel à multiniveau. C'est vrai que les questions qu'on se pose depuis ce matin nécessitent aussi de s'interroger un peu sur la façon dont on travaille avec un environnement complexe, changeant, qui vit ses rythmes, avec des différents battements de cœur, les projets de mandat, les contractualisations nationales, européennes, locales, toutes ces choses qui s'interpénètrent finalement. Donc le management stratégique local, l'unique bouclier contre la complexité. Alors pourquoi l'avoir intitulé ainsi? Ça pourrait paraître un peu pessimiste, mais pour garder un peu d'optimisme avant l'été, vous dire aussi que nos territoires incarnent le dynamisme, la richesse, voilà, toute la créativité qu'on a sur l'ensemble de nos territoires. Et c'est aussi l'émergence de l'ensemble des besoins. L'ensemble des besoins des citoyens. Alors dans le cas de la pyramide de Maslow, l'ensemble des besoins aussi primaires, pour lesquels en fait, nos institutions rencontrent des difficultés de réponse, le logement, l'alimentation, la sécurité, la santé. Toutes ces choses aussi qui concernent l'évaluation des politiques publiques et qui conduisent aussi aux prospectives qu'on peut faire sur nos politiques publiques. Et donc ça pose aussi la question de notre technicité, de notre ingénierie pour rendre capable l'émergence de la mise en œuvre, de la conception, puis de la mise en œuvre de nos politiques publiques avec les bons moyens et la bonne adéquation territoriale. Alors une différence aussi avec le secteur privé, c'est que la qualité de service public, elle est une obligation. C'est absolument obligatoire de rendre une mission de service public de qualité. Donc on expérimente finalement entre les territoires, les différents niveaux de collectivité, tout un tas d'expérimentations, plus ou moins réussies, plus ou moins avec de jolies conséquences. Mais on fait face aussi à d'autres choses. On parlait de ressources et de restrictions budgétaires. Il y a aussi une abondance de moyens, un télescopage d'un grand nombre de politiques à tous les niveaux, un enchevêtrement des programmes également. On parlait de transition écologique. Il suffit de taper sur Google transition écologique pour savoir à quel point tout le monde en fait, tout le monde souhaite en faire. Donc tout ceci relève aussi d'une importante complexité qui est particulièrement redoutable pour mettre en œuvre nos politiques quand on se situe à un échelon ou à un autre de collectivité. Donc comprendre l'autre, effectivement, faire preuve d'assertivité et puis essayer de voir un petit peu quelle peut être l'importance pour l'autre, finalement, de développer une politique est également relativement important. Alors, localement, quand on essaie de construire un projet de territoire, il doit être effectivement multidimensionnel, intégrateur, développement intégré des territoires, oui, mais à certaines conditions. Les projets de territoire aujourd'hui, en fait, relèvent aussi d'annonces finalement faites par les différents appels à projets. On essaie de répondre au mieux à une politique publique ou à un appel à projet pour finalement y faire face. Être proactif, ça me semble, en revanche, effectivement important pour un territoire pour ne pas subir finalement les flots redoutables ou les tempêtes proposées par d'autres collectivités, par l'État, par l'Europe, et puis être fort, être en capacité de suivre finalement un cap. Donc avoir une gouvernance technique, politique, partenariale et avoir une programmation, être le chef de file d'une programmation. Alors ça pourrait paraître un peu délicat pour une ville moyenne, pour une petite collectivité finalement, mais en fait, c'est aussi savoir prendre son destin en main. Et donc, c'était ce que nous avait permis le programme national Action Cœur de Ville, sur lequel je vais revenir ensuite, et puis également dans la journée de demain pour proposer un atelier prospectif sur le sujet. Donner de la cohérence et du sens à l'action locale, c'est fondamental. La question du sens, à la fois pour les techniciens qui travaillent, pour l'ensemble de l'exécutif et pour la façon dont on présente un projet aux autres, à l'État, à l'Europe, à la région, au département.
c'est relativement important. Et un projet de territoire, vous voyez, c'est à la fois le gardien, la sentinelle du territoire. C'est ce qui garantit la colonne vertébrale et le sens qu'on veut donner à l'action collective. Alors c'est vrai que la qualité de la gouvernance technique, politique, partenariale, elle peut influencer la capacité de réalisation des investissements publics. Être en capacité de les faire, oui, mais aussi essayer de les objectiver. Alors nous, on a donc pris l'opportunité, c'est ce que je venais de vous dire, du programme national qui avait été proposé par l'État pour différentes villes moyennes. On a été reconnu lauréat et on a donc relevé plusieurs enjeux. Fédérer les énergies et faire de la ville un acteur central du développement. Pendant un très long moment, pendant quelques décennies, on a pensé que les intercommunalités étaient arrivées à maturité pour aussi jouer le rôle d'entraînement de l'ensemble de leur territoire et de l'ensemble des communes. Concevoir puis mettre en œuvre un véritable projet de territoire qu'on a nommé cœur de ville, cœur de quartier, pour toucher toute la ville et toutes ses dimensions finalement, et pas simplement un centre-ville. Donc on n'a pas vu les choses par le petit bout de la lorgnette, mais de manière globale et intégratrice. Et cette logique de silo dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une verticalité, heureusement d'ailleurs qu'il y a une verticalité, on ne peut pas tout faire en transversalité, il faut assurer l'horizontalité et la transversalité. Ça c'est vrai en interne, mais également en externe, avec l'ensemble des gens qui nous regardent, donc nos collègues du Conseil régional, du département, de l'État, de l'Europe, et dans leur département ministériel, dans leur direction, dans leur pôle. Donc c'est d'une redoutable complexité. Et tout ceci dans un ensemble de métiers à concevoir ensemble. Les métiers ressources, les métiers plus techniques ou opérationnels, évaluation, prospective, rétrospective, et comment on travaille pour cheminer ensemble et entrevoir les cycles à venir. Alors bénéficier d'une colonne vertébrale, vous voyez, c'est ma vision de voir un petit peu de conception et de mise en œuvre d'un projet de territoire, hein, comment on peut disposer ou non d'une colonne vertébrale intégratrice et qui permet finalement de donner le pouls du territoire et de faire avancer l'ensemble des partenaires, de fédérer leurs énergies, leur financement, leur technicité, leur ingénierie au bénéfice du projet ou d'une programmation de projet qui fonde le projet. Et donc mettre en place une gouvernance de projet. Hop, je retrouve ma télécommande, j'ai l'impression d'être devant la télé. La qualité de la gouvernance impacte la réussite des investissements publics. Là, c'est l'architecture qu'on a donnée à notre projet de territoire. Donc, 4 grands plans d'action. Hein. Je ne vais pas tout passer en revue et puis vous pouvez en faire la lecture. Un plan d'action urbain économique, aménagement du territoire avec véritablement des grands projets hyper structurants et le suivi de nos politiques publiques. Ça fait partie également du métier. Un plan d'action innovation bien-être pour l'ensemble de nos transitions et ensuite un plan cohésion cœur de quartier pour finalement toucher l'ensemble du territoire. On entend parler aussi des opérations de revitalisation du territoire, hein, des ORT, qui sont l'un des outils, on va dire, du commerce, de l'immobilier, de la fiscalité en cœur de ville. Mais au-delà de cet outil, la véritable réussite du programme appliqué sur Arras, c'est plutôt la liberté que l'État a donnée au territoire pour s'organiser. Ce qui est fondamental plutôt que de suivre des règles du jeu qui seraient forcément inadaptées. Alors du projet partagé au contrat qui engage, c'est vrai que cette notion de contractualisation, de contrat, de notion gagnant-gagnant, elle est relativement importante, il me semble, dans les différents métiers dont on parle aujourd'hui, qui nous conduisent à conseiller nos différents exécutifs. Alors on a parlé de beaucoup de participation citoyenne tout à l'heure. C'est vrai que la 3e assemblée en France, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Il existe également des organes consultatifs au niveau européen. Et je pense aussi aux différents rapports sur le bien-être des Français, du CEPREMAP, il me semble, qui est commandité par des institutions nationales, à prendre en considération, en tout cas au moins à ces niveaux-là. Donc la gestion des investissements publics, c'est ce que je notais, c'est donc un défi qui s'impose à l'ensemble des parties prenantes. On est tous en fait collectivement responsables de nos dépenses et recettes. Au-delà des budgets PPI qu'on peut avoir au sein d'une même collectivité, c'est là que je fais le rapprochement entre gouvernance interne et externe des collectivités pour proposer des programmes d'action qui soient en capacité de répondre véritablement aux besoins pressentis des citoyens. D'où un diagnostic, voilà, un petit travail, un petit peu, on va chez le médecin, on prend le pouls de la tension du territoire, on essaie de répondre au mieux finalement aux ambitions. Et l'ambition contractuelle est elle-même une ambition programmatique. La contractualisation, ça ne va pas de soi. C'est vrai qu'il y a différents programmes qui sont décidés à tous les niveaux de collectivité et on doit développer une culture collective, une culture commune pour y répondre, au-delà du projet de territoire, et essayer donc d'initier ce progrès et cette innovation dans cette gouvernance à multiniveau qui n'existe pas de soi. On le décide dès lors qu'on a un projet et qu'on pense être en capacité de le mettre en œuvre avec un portefeuille de financement contractuel, partenarial.
Et donc cette question de l'avenir, on se la posera demain en atelier. La ville de demain, quel avenir pour les villes moyennes au-delà de la métropolisation, au-delà du développement agricole rural. Tout ceci est nécessaire, mais il faut qu'on puisse conjuguer les choses de manière intelligente les uns avec les autres. Et donc il y a une gouvernance à multiniveau qui n'est pas un fait, mais qui reste encore à construire. Avec les différents rapports de l'OCDE, c'est vrai que sur la dernière décennie, il y avait quelques perspectives qu'on aurait pu aussi mettre en œuvre, que ce soit au niveau national et européen, et on a tous encore de toute façon des progrès à faire pour construire véritablement l'avenir de nos politiques publiques. Oh, j'ai déjà initié la table ronde suivante, c'est mon côté précurseur, hein, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ensuite. Merci beaucoup. Donc une intervention sur la stratégie, l'impulsion stratégique, le choix des partenariats comme une façon de faire, et puis une culture de la coopération que nous pourrons aborder dans la discussion qui suivra. Et nous changeons maintenant d'horizon et de niveau en termes d'action, et nous parlons maintenant de collaboration dans la coopération économique internationale. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Merci Philippe. L'objet de cette petite table ronde, pour moi, c'est plus de vous faire un témoignage et vous expliquer un petit peu ce qu'est le CICES. Nous avons démarré le CICES en octobre 2023. Vous voyez, c'est assez récent. Le CICES est né de la rencontre, comme souvent, de différentes personnes qui ont tous eu des parcours et des expériences assez incroyables dans la diplomatie, dans l'économie, dans la politique, et qui se sont demandé à un moment, avec la guerre en Europe, aux portes de l'Europe et sur le continent européen, comment on pouvait se mobiliser pour éviter justement ces notions d'effet silo dont vous avez si bien parlé ce matin. Et quand j'ai fait une revue de littérature rapide pour préparer mon intervention, j'ai vu qu'on avait écrit depuis très longtemps sur ces phénomènes-là, et que malgré les sachants, nos dirigeants, parfois, oublient d'écouter ou oublient de se reporter à des mécanismes relativement simples. Donc, pour être très pragmatique, on n'a pas voulu rajouter une structure parmi le millefeuille des structures qui existent, mais on a voulu créer de la coopération et surtout du lien, c'est-à-dire de savoir parler le langage à la fois de la diplomatie, le langage des grands groupes, le langage des personnes de terrain, des politiques, des élus, des citoyens, et puis aussi un peu des pères fondateurs de l'Europe qui ont quand même construit l'Europe pour éviter une seule chose, c'est-à-dire la guerre. Et aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que ces mots ont de l'importance. D'autres ont eu ces discours il y a quelques années, dizaines d'années maintenant. Et on croit à la coopération, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, Conseil international de coopération économique et sociale, avec des centres de coopération. Puisque quand les gens coopèrent sur le plan économique et qu'ils ont des intérêts économiques, ils oublient de se faire la guerre et de prendre les armes. Et donc, la sensibilisation des acteurs sur ces sujets, beaucoup la connaissent, nos élites, les personnes instruites, etc., même si des fois on oublie. Seulement, il faut toujours œuvrer, et pas de manière silotée. Alors, l'une des forces du CICES, c'est qu'il y a eu tout de suite une grosse mobilisation. On a démarré au cœur des Balkans pour accompagner un pays qui est en voie de transition économique et démocratique. L'objectif du CICES étant d'accompagner ces pays qui sont en voie de transition économique, démocratique et écologique, puisque c'est là aussi des changements qui peuvent bouleverser l'état des choses. Et donc, très vite, nous avons démarré en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes dans la coopération internationale, c'est-à-dire en premier lieu avec France Diplomatie et l'ambassade de France sur place. Et je tiens à souligner et à faire un petit clin d'œil à mon ami Donato Giuliani qui nous a accueillis au Kosovo avec l'ambassadeur de France, très vite, de manière assez décloisonnée, puisqu'on venait d'arriver dans le paysage, un petit peu comme des truglions. Et très vite, on a mis en place des liens forts avec, c'est vrai, des personnes, de relations institupersonnelles, comme souvent dans la politique internationale et dans la coopération. C'est aussi une affaire d'hommes et pas que d'organismes. Et on a décidé de mettre le siège dans le Nord. C'est pas pour rien
étant moi-même, et quasiment tous, on a un lien avec la région et avec le Nord de manière, je ne vais pas dire charnelle, mais presque. On s'est battu pour mettre le siège du CICES. Ça n'a pas été simple. On nous a dit, bon, c'est Paris, peut-être, si vous voulez, Bruxelles, ou Genève encore à la limite, mais alors Lille, c'était un peu compliqué. Et puis en plus, Lille, c'est où Lille, concrètement, sur le point de vue diplomatique? Contrairement à ce qu'on pense, Lille est une vraie place diplomatique, avec un corps consulaire très actif et plein d'atouts. Donc on l'a mis quand même, comme bon nordiste, on a quand même fait ce qu'on pensait. Et on a mobilisé autour de nous, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on structure notre action. Et donc on a pris des personnes de la société civile. Je vais présenter rapidement mes 3 acolytes qui sont vraiment des personnes essentielles dans le démarrage du CICES, et puis tous les autres après. Jean Réveillon, qui a été patron de France Télévisions, France 2, qui est un homme de médias, mais qui a surtout été patron de l'Eurovision. Et l'Eurovision, ce n'est pas que le concours de la chanson, l'UER, c'est aussi l'organisme qui gère tous les contrats médiatiques et tous les contrats du sport en Europe. Et donc c'est un homme politique au sens relationnel et un homme de médias. Et Dieu sait si c'est important, les médias, en ce moment. Bernard Millet, qui a été secrétaire général adjoint sous Kofi Annan en charge des opérations de maintien de la paix. Donc c'est monsieur diplomatie, qui s'est occupé du plan sur les Balkans, qui a nommé Bernard Kouchner et qui connaissait particulièrement bien cette zone qui nous a malheureusement donné 2 guerres mondiales. Nicolas Mérindol, qui est la partie privée, qui est un homme d'affaires, un banquier, qui était patron de la Caisse d'épargne, et qui œuvre beaucoup aussi dans l'humanitaire, mais dans l'humanitaire avec une casquette de financier, c'est-à-dire de manière opérationnelle pour lever des fonds, structurer des actions concrètes. Le cadre de notre action s'est très vite ancré dans une notion de partenariat public-privé. Comme vous le savez, l'histoire des partenariats public-privés nous vient des anglo-saxons, a pas mal évolué et on se retrouve souvent dans une notion de contrat public-privé plus que de partenariat public-privé. En 2016, il y a eu une réforme. On s'est rendu compte que dans les grands contrats public-privé, on avait tendance à laisser au public un peu les ardoises et les choses un peu compliquées, et puis de prendre un peu le court terme et le côté bénéfique pour les entreprises privées. Donc ça a été un peu régulé. Mais on s'est rendu compte qu'avant d'avoir des contrats, avant de lancer des concessions, de lancer des grands programmes, il y a une phase en amont qui est très importante et qui n'est pas assez travaillée. Cette phase de concertation et de coopération entre les acteurs, qui est de la collaboration, de la coopération publique-privée, est essentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des universitaires qui parlent de politique, de coopération. Vous voyez des organismes, des institutionnels qui se groupent. Je pense à la team France Export, où on vient regrouper des agences gouvernementales, BPI, où on se rend compte qu'il faut chasser en meute, réduire le silotage des différentes institutions. Mais néanmoins, on oublie toujours que plus on met de monde autour de la table, plus on a de chances d'aller vite, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous oubliez, comme ce matin on parlait des voisins près de la maison, le foyer d'accueil, plus on oublie un acteur, plus il deviendra une puissance et une force pour dire non, une force de blocage. Et donc, on a tendance, pour aller vite, à se mettre avec ceux qui nous ressemblent et se mettre avec ceux qui pensent comme nous et qui sont structurés comme nous. C'est-à-dire que si on est dans le public, on va se mettre avec les agences gouvernementales, avec les dispositifs publics. Si on est dans le privé, on va se mettre avec notre organisation privée, on va avec notre système de compliance, de développement international, et on va avoir du mal à coordonner tout ça autrement que dans un cadre contractuel pur. Si on met les personnes en amont et qu'on sait faire parler des universitaires avec des politiques, des grands chefs d'entreprise, et je pense notamment, je ne vais pas forcément citer, mais des grands groupes français qui ont laissé des ports, qui ont vendu des ports à nos amis chinois, où aujourd'hui tout le système maritime est sous contrôle chinois, alors que ces états-majors de grands groupes, si on leur pose la question, si on les met autour d'une table sur l'intention d'intérêt général du rôle de la France et même de l'Europe dans cette grande guerre économique qui est ouverte, ils vous diront, et ils le penseront pour certains, qu'ils auraient pu jouer un rôle.
faut-il encore qu'on les interroge et qu'ils soient mis en amont. Parce que sinon, ils suivent leur comité d'audit, leur plan stratégique, leur conseil d'administration, et ils suivent leur voie. Donc, le fait de pouvoir coordonner des acteurs, et on s'est rendu compte que très rapidement, ça marchait bien, puisque ce qu'on a démarré au Kosovo est en train de se développer. On a des CICES qui sont actuellement en train de s'ouvrir au Benelux, au Canada, on a le Cameroun, on a eu une demande sur l'Albanie. Donc, vous voyez très rapidement, les gens, dès lors qu'ils peuvent avoir accès à un réseau, à une organisation, ils sont preneurs. Donc le rôle principal, c'est d'être un coordinateur, un accélérateur de coopération et de mettre les acteurs en amont des partenariats publics-privés qui peuvent avoir lieu pour pouvoir discuter du cadre du jeu et de l'organisation du développement possible. Accélérateur de compétences aussi, catalyseur, pragmatisme aussi, c'est-à-dire que l'objectif étant de ne pas perdre de temps, donc d'aller voir les décideurs immédiatement. L'objectif étant je ne sais pas si c'est là, non, on n'a pas forcément la photo là, mais d'aller voir directement, par exemple, le chef d'État. C'est-à-dire qu'avec le Kosovo, on a rencontré le chef d'État en marge du Forum de la paix à Paris. La réunion devait durer 10 minutes, c'était très compliqué, forcément, on sortait de nulle part. Ça a duré 1h30. Et quand on a les bonnes personnes, on arrive à faire vraiment évoluer les choses. C'est-à-dire que ce qui intéressait ce gouvernement, c'est d'avoir ses relations diplomatiques, évidemment, avec la France, mais d'avoir aussi une organisation de la coopération et du développement avec d'autres acteurs. Et c'est toujours plus simple de coordonner par un acteur tiers que de dire je suis telle agence gouvernementale ou je suis privé pur. On reviendra sur la structure. Et nous, on est public-privé, on est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on est une structure qui est une entité non gouvernementale, mais dans laquelle on peut avoir des actionnaires publics et dans lequel il n'y a pas de dividendes, c'est-à-dire qu'on ne sert pas financièrement des actionnaires, mais par contre on fonctionne comme une entité privée, avec tout le pragmatisme et la côté opérationnel du privé et l'agilité. Donc en fait, cette initiative s'est développée. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir mettre à la fois dans des projets en amont de coopération, je pense par exemple sur les terres rares, qui sont un sujet qui est très important aujourd'hui pour la France, de pouvoir ne pas simplement avoir une notion économique à court terme ou une notion politique immédiate, mais de mettre une vraie collaboration, une coopération dans le temps, culturelle aussi et sociale. Alors, on n'a pas mis tous les membres du CICES, mais vous avez des gens dans la culture, dans l'économie solidaire, dans l'inclusion. On a un gros travail sur la notion d'inclusion, puisqu'on pense que c'est ce qui nous différencie en tant que démocratie par rapport au régime totalitaire. Un régime totalitaire, l'inclusion, ce n'est pas sa priorité du tout. Donc c'est différenciant et ça nous permet de nous marquer. C'est des marqueurs aujourd'hui, comment un État gère l'inclusion, le handicap, l'accès à la santé, aux droits. Ça, c'est des marqueurs forts. Et donc, on a réussi à mobiliser beaucoup de monde, et c'est notre rôle. Notre seul rôle est là, c'est-à-dire la mobilisation, la coordination de manière professionnelle. Et ça fait du bien parce qu'on se rend compte en fait que là où on pensait qu'il y avait beaucoup de blocages, où c'était compliqué, je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire qu'on arrive à bouger les acteurs. C'est pas toujours aussi rapide qu'on le veut. Il y a toujours des notions complexes, humaines aussi des fois. Mais par contre, ça fonctionne. Et puis c'est une initiative citoyenne avec pour objectif d'apporter une petite pierre à l'édifice de ce qui existe déjà. Voilà. Donc ce témoignage, c'était pour vous dire qu'il existe des actions en matière de coopération, que sur le Kosovo, ça fonctionne bien, qu'il va y avoir d'autres pays qui peuvent être accompagnés, et qu'on arrive à la fois sur une collectivité comme une mairie à Pristina, avec la coordination avec le Quai d'Orsay, avec des agences gouvernementales et des entreprises privées. On arrive à faire avancer des choses en un temps quand même assez record. Donc c'est faisable avec de la mobilisation. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors le petit schéma de synthèse, c'est qu'au départ, il faut quand même qu'il y ait une vision politique. On en parlait tout à l'heure. S'il n'y a pas de vision politique, c'est un peu compliqué. Ou alors on laisse la vision à des opérateurs purement privés économiques, c'est très dangereux. L'intérêt général doit être quand même au centre de l'action. Par contre, après, il y a tout un engagement diplomatique qui doit se mettre en place et toutes les structures qui existent sont vraiment très performantes en France. L'appui au développement est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut de l'appui technique. On a aussi beaucoup d'agences françaises très, très compétentes.
La mobilisation des acteurs économiques est essentielle. Pareil, la mobilisation, ça doit être rapide. Ça ne doit pas prendre trop de temps, il faut aller très vite, il faut être pragmatique. C'est oui, c'est non, vous êtes intéressé. Vous êtes une firme à impact. Vous vous mettez dans vos rapports de durabilité que vous allez changer le monde, que vous changez le monde. Alors venez avec nous, changez-le là, maintenant, tout de suite, là. Oui ou non, Kosovo, vous savez où c'est faisable, pas. Et vous voyez, là, tout de suite, on a des firmes qui se positionnent et d'autres non. Donc demain, alors, à la base, je suis commissaire aux comptes et je vais être amené à certifier dans quelques temps des rapports de durabilité pour... Et donc, on ne peut plus écrire maintenant ce qu'on veut dans la notion de durabilité, c'est pas plus mal. Et ça va être certifié et audité. De la même façon, cet engagement vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des opérateurs, va devoir être suivi d'effets et d'actes. Et nous, on va être là, à notre petite échelle, pour mettre en œuvre ces politiques qui sont affichées et vérifier qu'elles le sont vraiment à travers l'action. Animation et suivi, et lancement des partenariats publics-privés, parce qu'ils peuvent émerger aussi. Ils peuvent émerger sur des réflexions en amont, sur des nouvelles modalités de coopération, de la nouvelle ingénierie financière aussi publique qui est en train. Il y a de la recherche d'ailleurs, beaucoup d'universitaires qui travaillent aussi, qui à mon avis ne sont pas assez écoutés et lus sur le domaine. Et puis un reporting à la puissance publique derrière, qui permet de démontrer, parce que la puissance publique, on parlait du temps court, c'est pas plus mal des fois d'être souci sur du temps court, c'est-à-dire de pouvoir démontrer, d'avoir des résultats concrets, de montrer qu'on est dans la bonne direction, et ne pas être que simplement sur un cap long terme. C'est important d'avoir un cap, sinon on ne sait pas où on va. Mais par contre, il faut aussi sur le court terme démontrer. Il ne faut pas s'enliser en fait, dans des politiques de coopération où on voit quand même en quelques années comment la France est sortie en termes d'influence et de coopération de l'Afrique, du continent africain. C'est quand même quelque chose d'incroyable quand on regarde l'histoire. Donc il faut être vigilant sur du concret. Et on a en face de nous, dans des États totalitaires, des régimes qui ne sont pas les nôtres, non démocratiques, des gens très efficaces en matière et très pragmatiques, qui interviennent beaucoup sur le terrain et qui savent faire, et qui ont des moyens conséquents. Donc voilà, initiative citoyenne et un schéma de synthèse qui réunit l'ensemble des parties prenantes. Et, je tiendrai au courant de la suite, ça fait quand même peu de temps qu'on a démarré ça, mais je souhaite vraiment à ces CICES et ces CICES de pouvoir perdurer et se développer et faire du lien avec l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant vers une solution technologique, ou technique, avec une communication sur la logistique urbaine durable. Merci beaucoup, Madame Benibilek. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier David pour l'invitation. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'IAE Pau Bayonne. Je ne suis pas dans l'équipe d'Optima, puisque je suis plutôt sur la supply chain et tout ce qui est logistique, mais il se trouve que je travaille depuis 7 ans maintenant avec l'ADEME sur des politiques de décarbonation dans le milieu du transport de fret. Et donc j'ai accepté l'invitation parce que je pense que l'étude de cas sur laquelle nous travaillons, en particulier le programme Interlude que je vais présenter, est un programme intéressant et qui met en perspective des méthodes de gouvernance et d'innovation. Lorsqu'on a, vous l'avez évoqué, alors on est sur des sujets complètement différents au niveau de cette table ronde, mais on retrouve quand même un point commun, c'est des questions d'alignement stratégique entre acteurs, de collaboration. Vous avez parlé de catalyseurs, de connaissances, et on retrouve les mêmes mots-clés. Donc je vais essayer, même si c'est un challenge, puisque après sur la digestion et la logistique urbaine, c'est pas toujours ce qui intéresse le plus les politiques publiques, mais on y vient. On a parlé ce matin des problématiques liées à l'environnement. On est en plein dedans sur la loi climat et résilience. On a des objectifs de décarbonation à 2030 avec un objectif d'être neutre en carbone. Et on sait que le transport de passagers et le transport de fret sont en tout cas des points à traiter assez rapidement, puisque on a des taux de réduction, en tout cas une réduction d'émissions de CO2 qui est préoccupante. Alors les objectifs de cette recherche, l'idée c'est de reconsidérer la logistique, pardon, je suis allée trop vite, sur le contexte, juste expliquer que la logistique urbaine dans les politiques publiques n'est pas, on va dire, une compétence particulière aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a une limitation des ressources, qu'il y a un manque de formation en logistique urbaine dans certaines collectivités qui complique finalement la collaboration et l'orientation vers des pratiques bénéfiques pour tous.
On a de plus en plus, par contre, un enjeu d'intensification des efforts de collaboration, parce qu'on voit très vite, hein, ça fait 6 ans qu'on travaille avec l'ADEME, on a des recherches d'efficience, on peut réduire assez rapidement, par de l'optimisation, les émissions de CO2 sur les 3 premières années à hauteur de 8%, si on est sur des logiques d'augmentation de taux de remplissage, d'optimisation, avec l'IA, on y arrive assez vite. Mais au-delà de ces 3 ans de réduction du 8% des émissions de CO2 sur des activités, on voit qu'on doit passer à de la collaboration, à de l'innovation, à des approches très collaboratives. Sinon, on n'arrive pas à aller au-delà finalement de cette réduction d'émissions de CO2. Donc en France, depuis 2020, on a un programme volontaire de décarbonation qui est porté principalement par l'ADEME. Je vais vous montrer après les différents acteurs. Et ce programme a une volonté de dépenser les expérimentations locales pour chercher des solutions concertées et durables. Donc l'objectif, bien évidemment, est de travailler avec différentes parties prenantes, valoriser les connaissances, mettre en place des plateformes collaboratives, de la concertation et intervenir finalement comme un médiateur, un traducteur des objectifs très individuels en des objectifs plus communs pour pouvoir réussir à mettre en place des pratiques vertueuses en termes de réduction des émissions de CO2. Donc partage d'informations, innovation, amélioration de l'acceptabilité des politiques. Donc il s'agit de reconsidérer cette logistique urbaine comme une partie intégrante de l'écosystème urbain qui implique évidemment une multitude d'acteurs interdépendants. Donc on travaille sur comment impliquer les acteurs finalement autour des collectivités sur ces questions de logistique urbaine, comment les mobiliser, mais aussi pérenniser les actions qui sont mises en place. Alors, je voudrais juste mettre ici un schéma, alors qui est un petit peu, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Juste pour le corpus théorique, la théorie de l'acteur réseau, elle est extrêmement intéressante, parce qu'il y a ce processus de mobilisation des acteurs, où on a des acteurs humains, donc différentes parties prenantes. Alors, si je prends le schéma, alors on peut pas l'agrandir ici, mais on a bien évidemment l'ADEME, on a l'État, on a des prestataires comme Interlude, qui sont financés finalement par les C2E, qui sont les pollueurs-payeurs, qui financent indirectement des programmes de décarbonation en mettant en place des ressources au sein même des coordinateurs du programme et qui vont accompagner finalement les collectivités à mettre en place une charte de responsabilité au niveau de l'environnement, mettre en place des fiches actions pour pouvoir réduire les émissions de CO2. Ce qui est intéressant dans la théorie de l'acteur réseau, c'est que finalement, cet acteur, en tout cas ce traducteur, ce médiateur, il est indépendant finalement des acteurs même, que ce soit la collectivité ou le secteur de la logistique, hein, les acteurs de la logistique, mais il agit finalement comme un médiateur qui va, dans un premier temps, suivre différentes étapes, la problématisation, l'intéressement, comment j'intéresse en tout cas les différents acteurs à identifier qu'est-ce qu'on peut mettre en place, l'enrôlement, c'est-à-dire en fait l'engagement finalement de ces acteurs dans le programme, la mobilisation et bien sûr la pérennisation. Et dans le système, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a donc il y a du diagnostic, il y a des ressources qui sont mises à disposition, mais il y a aussi des expérimentations où on va essayer de mobiliser. Non seulement on va mobiliser bien évidemment les acteurs de la logistique urbaine, les artisans, les grossistes, les prestataires de services logistiques qui interagissent dans un environnement urbain, les commerces, les représentants syndicaux et surtout les fédérations professionnelles sectorielles qui sont extrêmement présentes au niveau finalement de cette concertation et qui vont permettre de mettre en place des actions intéressantes au niveau de la réduction des émissions de CO2 de la logistique urbaine. Donc ce programme Interlude nous avait demandé l'année dernière de travailler sur les 16 EPCI qui ont été engagés dans le cadre de la charte. Alors vous voyez ici une liste des chartes qui ont été validées, d'autres qui sont en cours, qui ont été utilisées de façon anonymée pour pouvoir travailler sur l'étude. Donc nous avons 10 communautés d'agglomération, 4 métropoles et 2 communautés urbaines. Donc vous voyez des déterminants ou des caractéristiques qui sont complètement différents et qui nous ont permis d'analyser finalement ce qu'on a pu mettre en place en termes d'innovation et de logistique urbaine durable. Alors, je ne vais pas parcourir, en tout cas lister toutes les fiches actions, mais ce qui est intéressant au travers de ces fiches actions, vous avez des exemples ici qui vous permettent de voir un petit peu comment, durant la concertation, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place tous autour de la table avec les différents acteurs. On va travailler sur des logiques d'efficience, mais aussi des logiques d'innovation, sur des structures organisationnelles, penser la logistique d'un projet urbain immobilier, travailler sur le foncier pour la logistique, travailler aussi sur un plan de jalonnement de livraison des marchandises, encourager les opportunités multimodales, et donc il faut réfléchir sur des nouvelles infrastructures, ou encourager les livraisons silencieuses. Donc différentes actions
qui permettent de voir, bien, on peut aller sur vraiment depuis la recherche d'efficience jusqu'à une recherche de collaboration et de partenariat en fait entre acteurs pour pouvoir bien sûr répondre aux investissements qui sont extrêmement lourds et pour pouvoir répondre à la mise en place de cette logistique urbaine. Alors, si on regarde le champ lexical au travers de ces 16 EPCI, de ces différentes fiches d'action, on parle beaucoup de gouvernance partagée, de signataires, de partenaires. Ce qui est intéressant en fait dans l'étude, c'est que là aussi on fait appel pour les étudiants à la théorie néo-institutionnelle qui permet de mettre en évidence que si on veut arriver à une collaboration performante, on a l'approche, ce qu'on appelle l'isomorphisme institutionnel, qui permet de coupler à la fois des approches coercitives, où on va mettre de la réglementation finalement, au travers des zones ZFE par exemple. D'accord ? On va avoir du mimétisme, où là les rôles des fédérations professionnelles sont extrêmement importants parce que c'est eux qui portent les innovations, qui mettent en évidence les best practices et qui vont permettre finalement de pérenniser ces actions. Et on a aussi le normatif avec des logiques en fait, de labellisation où on va rechercher finalement cette légitimité au travers des acteurs et qui va permettre finalement de mettre en place des actions. Alors, interlude, quand on analyse finalement les différentes fiches d'action, on a retenu 3 axes en termes de qui se dégagent finalement de ces chartes analysées. Le premier axe, c'est sensibiliser et accompagner le passage à l'action. Le deuxième axe, c'est soutenir et pérenniser les initiatives. Et le troisième axe, c'est gouverner en transversalité entre la coopération et la concertation. On a même des coopérations verticales ou aussi des coopérations horizontales entre acteurs pour faire de la mutualisation ou de la consolidation par zone géographique, et on en parlera tout à l'heure. Donc Interlude, c'est vraiment ce programme qui va permettre, où il va y avoir différentes pressions institutionnelles pour faire changer le comportement des acteurs. Mais que ce soit aussi bien dans des logiques de B2B, donc des acteurs du service, en tout cas des prestataires de services logistiques, les chargeurs, les donneurs d'ordre, mais également les citoyens. On a donc sur le premier axe 3 types, alors j'ai mis 3 exemples ici pour agir par des actions ciblées par les EPCI. Un, c'est susciter la co-responsabilité, c'est prendre conscience de son propre impact. Ce matin, on a parlé de métriques, on a parlé de calcul et de reporting au niveau alors, de différents indicateurs. Là, on est sur des indicateurs d'émissions de CO2. C'est extrêmement important. Donc, ce type de programme qui est présenté par l'ADEME propose aussi des outils de calcul pour faire prendre conscience de son propre impact environnemental et de son pouvoir d'action. On est sur un projet de recherche sur la région Nouvelle-Aquitaine sur lequel on va répondre dans le cadre d'un projet ANR, qui est digitalisation et décarbonation, avec la mise en place des outils d'aide à la décision pour les politiques publiques. Et l'idée, c'est aussi vis-à-vis des citoyens et des riverains de mettre en place des indicateurs qui leur permettent d'essayer de changer de comportement et de savoir chaque fois qu'ils vont passer des commandes, quand on parle du e-commerce, c'est l'impact que l'on a au niveau des émissions de CO2. Aujourd'hui, le citoyen n'est pas très concerné finalement par cet impact, mais c'est parce qu'il n'a aussi pas l'information. D'accord ? C'est réduire la difficulté perçue, valoriser les actions au travers des fédérations professionnelles, c'est extrêmement important. Ça permet de favoriser l'apprentissage et de développer le savoir-faire. Et enfin, dans les chartes, on voit très bien qu'il y a une forte présence des fédérations professionnelles de transport. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la FNTR, TLF, l'OTRE, les grossistes sont très présents et ils mettent en place cet effet de mimétisme qu'on retrouve aussi dans la théorie néo-institutionnelle qui permet de mettre en perspective les best practices et qui permettent aux entreprises de dire tiens, on va innover, on va essayer de se lancer sur ces nouvelles actions parce que le leader sur le marché l'a mis en place. C'est extrêmement important de voir ce comportement sur des pressions institutionnelles. Il y a un changement clair de paradigme. On passe d'une activité professionnelle à contrôler vers une composante de l'écosystème urbain. Alors, on a mis ici quelques verbatims. Donc, les flux sont remplacés par les acteurs. On cherche à intégrer les acteurs dans la ville. On parle de faciliter les livraisons, de gouvernance partagée, d'acteurs locaux. Le discours est orienté vers des résultats durables. Le rôle d'Interlude, c'est quoi? Alors, je traduis en quelques mots. D'ailleurs, on le définit comme un traducteur. C'est comprendre les perceptions du concept de chaque catégorie d'acteurs. C'est de proposer une traduction concrète des problématiques vécues. Quels sont les usages finalement? Et là, on avait encore une réunion la semaine dernière avec le responsable du programme, M. Lasserre, qui expliquait qu'en fait, les best practices, c'est important pour lancer en fait des innovations. Mais ce qui est extrêmement important, ce sont les cas d'usage. C'est-à-dire les expérimentations qui sont vécues au quotidien, les difficultés pour essayer de collaborer et de d'engager un dialogue sur des thématiques communes plutôt que sur des perceptions individuelles. Et mobiliser également durablement les acteurs par la création d'écosystèmes. C'est pour ça que la théorie de l'acteur réseau est extrêmement intéressante sur ce point-là. Des acteurs de plus en plus impliqués, les artisans, les commerces, les prestataires de services logistiques ou les chargeurs, qui finalement ce sont eux qui décident les modes de livraison, les heures de livraison, d'accord, et qui peuvent
engager finalement un changement. Souvent, on dialogue avec les commerçants, mais les commerçants, c'est le dernier maillon, finalement, le dernier kilomètre en termes de livraison. Mais les donneurs d'ordre, les chargeurs, ce sont eux, finalement, qui vont décider les moyens, en tout cas toute la structure du développement de la livraison, qui vont impacter, finalement, dans les collectivités et les organisations spécifiques. J'ai ici listé, toujours dans le premier axe, en tout cas les acteurs qui sont très représentés. Vous devez, d'ailleurs certains représentants ici sont engagés dans les chartes d'interlude. Ceux qui sont peu représentés, finalement, ce sont les industriels, les fédérations professionnelles, les entreprises de la grande distribution qui jouent tout de même un rôle extrêmement important, surtout dans les centres urbains. Et on voit qu'ils ne sont pas présents autour de la table, ce qui est extrêmement préoccupant. Les collectifs de riverains ne sont pas non plus autour de la table pour aussi discuter et prendre conscience en fait des enjeux. Donc il s'agit d'identifier les acteurs cibles qui, eux, vont pouvoir mettre en place des stratégies de communication adaptées. Donc des exemples d'initiatives, ce sont des ateliers d'initiation ou de co-construction ou des stratégies de communication très différentes d'un contexte à un autre. Voilà, donc ce qui est intéressant ici, c'est surtout d'identifier ceux qui sont en rouge et qui doivent bien évidemment être dans la concertation. La diversité des modes d'action, c'est le soft power des collectivités, la sensibilisation et les bonnes pratiques, la création de connaissances. On est en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme collaborative de partage des connaissances et des cas d'usage. Organiser la gouvernance de la logistique urbaine, ce qui est quelque chose assez récent au niveau des collectivités. Et au-delà des bonnes pratiques, les pactes et les engagements. Autre élément, c'est l'encadrement par la réglementation. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une approche très coercitive qui est extrêmement importante. Il faut maîtriser les deux temps dans la livraison, la circulation et les problèmes de stationnement, ce qui n'est pas un petit problème au niveau des collectivités. Provoquer le verdissement des flottes, ça nécessite un engagement d'investissement fort, notamment au niveau aussi des infrastructures. On parle de l'électrique. Où sont les stations électriques ? Comment on va arriver à positionner. Donc il y a aussi des nouvelles structures organisationnelles qui se mettent en place par des collaborations fortes entre acteurs. Intégrer la logistique urbaine dans l'espace public et intégrer la logistique urbaine aussi dans les règlements d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le troisième point, c'est orienter. Finalement, les collectivités, ce sont des chefs d'orchestre qui permettent de participer à produire cette logistique urbaine. La collectivité comme un acteur logistique, avec l'objectif de l'exemplarité, gouverné par le marché public. On a aussi des flux au nœud, c'est-à-dire les tâtonnements sur le foncier logistique, qui est un point extrêmement compliqué à gérer, et la laboratisation de la ville et de ses services, bien évidemment. Expliciter, expliquer, réévaluer, je passe là-dessus. Le deuxième axe, sur soutenir et pérenniser. Il ne s'agit pas de lancer des expérimentations, il faut aussi les soutenir et les pérenniser dans le temps. Donc là, il s'agit de développer des relais de diffusion des pratiques vertueuses. Et ce qui est intéressant dans les différents appels à projets de recherche qu'on a menés avec l'ADEME sur les appels à projets TES, transition économique, environnementale et sociale, ce que l'on retrouve souvent dans les différentes expérimentations et études de cas, ce sont des ambassadeurs. On définit des acteurs cibles, on les définit comme ambassadeurs, on leur donne, on les accompagne avec peut-être des politiques incitatives d'accompagnement, et c'est eux qui vont transférer finalement les mises en place des pratiques. On peut avoir aussi le soutien des collectifs et de structures intermédiaires, comme le soutien à des Fab Labs, pour l'expérimentation ou des locaux partagés, l'émergence de réseaux, de collaboration et de nouvelles modalités d'organisation à des échelles territoriales très diverses. Cela suppose d'octroyer du temps et des ressources et des moyens d'action à ces ambassadeurs en matière de transition. Ils sont au cœur de la discussion et en tout cas de la réussite finalement de cette collaboration. Et bien évidemment, travailler l'environnement institutionnel et réglementaire, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Le troisième axe, c'est quoi ? C'est gouverner en transversalité. On en a beaucoup parlé ce matin, la coopération, la concertation, mettre en lien les acteurs pour travailler en transversalité et favoriser des actions systémiques, on parle d'approche systémique, en créant des passerelles entre différents domaines. On voit dans les fiches actions des enjeux sur la logistique urbaine, gestion des déchets. On a aussi des acteurs qui se réunissent pour réfléchir ensemble, les constructeurs par exemple de véhicules ou autres, qui réfléchissent avec des prestataires de services logistiques, des énergéticiens qui travaillent sur les nouvelles énergies qui permettront demain de décarboner en tout cas les mobilités, en particulier les mobilités de fret. Et l'animation par les collectivités de ces écosystèmes d'acteurs d'initiative avec un fort besoin de décloisonnement. La question, comment créer des interfaces pour créer ces dynamiques collectives ? Et on revient, vous l'avez dit tout à l'heure, au portage politique fort, qui est de dépasser aussi les politiques sectorielles et cette action en silo, finalement, dont on a évoqué déjà ce matin.
En conclusion, pour impulser ces dynamiques collectives d'innovation aussi essentielles à la réussite de la logistique urbaine durable, au travers de cette étude de cas que je vous ai présentée, il semble au final impératif d'adopter une stratégie holistique, collaborative, et surtout de centrer un leadership affirmé des collectivités, avec cet effort de dépassement de cloisonnement traditionnel entre acteurs. Les collectivités doivent alors s'ériger en véritables chefs d'orchestre, orchestrant, harmonisant des initiatives des différents acteurs, donc entreprises, associations, citoyenneté active. Et ce leadership se traduit par une capacité à mobiliser, fédérer autour d'une vision partagée et surtout faciliter l'interaction productive entre les différents intervenants. Par exemple, en mettant, et c'est l'objet de ce nouvel appel à projet de recherche, où on va travailler sur la région uniquement en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on nous demande aussi d'avoir non pas seulement des cas d'études dans des centres urbains, mais aussi périurbains, rural. N'oublions pas aussi les accès sur des zones rurales et montagneuses, par exemple aussi. Donc la Nouvelle-Aquitaine a cette chance d'être sur les différents axes. Et donc on est en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme de remontée, de dialogue, d'échange et de cas d'études, de cas d'usage qui permettrait une meilleure compréhension mutuelle, d'identification de solutions innovantes et co-construites. La transformation vers cette logistique plus durable requiert ainsi un engagement clair et visible des élus, des leaders politiques, qui doivent bien sûr se positionner en faveur d'une politique intégrée et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais récupérer la télécommande. Merci. Et donc la gouvernance collaborative, dont on vient d'en voir 3 exemples, pose aussi la question, comme on le voit dans ces 3 communications, comment est-ce qu'on gouverne le collaboratif, comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on le dessine, comment est-ce qu'on le fait avancer, et qui c'est qui s'en occupe. J'ai un jour entendu un collègue en Allemagne qui m'a dit que de définir la gouvernance, c'est à peu près aussi pratique que de clouer du pudding sur le mur. Il n'avait pas tout à fait tort. Alors ce qu'on remarque malgré tout, en regardant dans les définitions, on a mobilisé le cadre institutionnel, donc ça on sait faire en général, on trouve toujours à un moment une solution. On a rarement les financements dont on a besoin, mais on trouve toujours quelque part un morceau, puis ailleurs un autre morceau, et puis quelqu'un qui peut peut-être aider. Par contre, mobiliser le cadre relationnel, c'est là en général où vraiment le bas blesse, ou en tout cas c'est là que la plupart des énergies s'orientent. Et c'est donc devenu un petit peu l'argument classique en administration publique, en management public. On est parti donc de la solution hiérarchique, on sait organiser un problème, on sait le solutionner, on met la responsabilité quelque part dans un bâtiment, puis on le laisse comme ça 50 ans. Et puis ensuite, on est passé vers la transaction, on a cherché la sous-traitance, on a cherché l'efficacité, on a cherché encore plus mince, encore plus efficace, avec tous les problèmes que ça apportait avec soi dans les années 90 et bien avant. Et puis donc on découvre la relation de réseau, on découvre le côté relationnel du management public, on découvre l'influence, comme si ça n'avait jamais existé. Quand on demande à beaucoup d'élus ou de managers publics qui sont en fin de carrière ou qui ont leur fin de carrière depuis longtemps derrière eux, ils disent on l'a toujours fait, on n'en parlait pas, c'est tout. C'est pas tout à fait faux et c'est pas tout à fait vrai non plus, dans le sens où on parle beaucoup plus de partenariat, comme on l'a vu dans votre intervention, on parle beaucoup plus de champs, encore un mot d'institutionnalisme, on parle beaucoup plus des communautés, on parle des territoires, on parle du maillage derrière tout ça. Et donc, pour éviter le pléonasme, on parle de plus en plus de gouvernance dite collaborative parce qu'elle implique plus que le relationnel et puis manger une tranche de jambon et un verre de blanc avec la bonne personne. Et on parle maintenant vraiment de se rencontrer pour prendre des décisions ensemble d'un point de vue intersectoriel, comme on l'a vu dans ces trois communications. Ce qui pose la question, donc, d'un point de vue managérial, maintenant, comment est-ce qu'on mène ces constellations d'acteurs, comment est-ce qu'on les dessine, comment est-ce qu'on les gère. Et on remarque donc, au cours des 9 dernières interventions que c'est un petit peu la question qu'on traîne tout le temps. Donc, on savait, encore une fois, l'héritage de la bureaucratie, de la rationalité légale, on sait comment est-ce qu'on organise ces choses-là, on sait, en utilisant la voie hiérarchique, comment imposer une certaine forme de travailler, comment imposer des procédures. Et puis, on parle aujourd'hui donc de la gouvernance comme étant une bonne gouvernance. Donc la Banque mondiale, par exemple, qui dit qu'elle doit être compétente, responsable, résiliente, durable, inclusive. Oui, alors j'ai déjà parlé de ça une fois, des étudiants m'ont dit que c'était 5 mensonges. Hein, donc
Donc l'approche de choix, désormais, c'est ça, pour traiter des problèmes indomptables. Alors c'est un idéal type, bien sûr, hein, les étudiants provoquent volontiers, mais c'est l'approche de choix parce que, on en a parlé, ça permet d'apprendre, de faire passer des idées, de faire passer des problèmes. C'est pas forcément des problèmes énormes, c'est pas forcément des variables de conséquences, mais c'est des suggestions, sont des cas d'application. Un ressenti parfois suffit aussi à faire remonter certaines idées. Ça fait aussi, ou en tout cas ça pousse aussi au bricolage. On a parlé tout à l'heure de comment gérer les situations de crise qu'on n'a pas prévues. C'est souvent ça en fait ce qu'il faut gérer, c'est d'apprendre à la bureaucratie, aux administrations entre guillemets plutôt, à bricoler. Comment est-ce qu'on met quelle structure pour permettre de réagir plus rapidement à ce qu'on ne pouvait pas prévoir. C'est plutôt ça. Et donc, les approches comme ça collaboratives permettent donc de traiter de ces problèmes dits indomptables ou très complexes parce qu'ils permettent surtout de créer du capital social. Quand on se connaît, quand on sait qui appeler, quand on sait comment organiser, des fois en prenant des raccourcis, un financement ou une décision, ça va beaucoup plus vite. Et donc, c'est bien souvent ces choses-là. Donc, est-ce que c'est une panacée? Pas forcément, parce que la recherche là-dessus montre qu'elles sont finalement très peu stables, les collaborations comme ça. Donc, on voit celles qui ont fonctionné. Et encore, fonctionner, c'est large, parce que fonctionner, ça veut dire que ça a démarré officiellement. Comme on l'a vu, quand on parle d'évaluation, ça n'arrive pas forcément toujours au bout, pas où on veut, des fois on ne sait pas où ça va. Mais il y a aussi beaucoup d'efforts qui avortent très rapidement, il y a beaucoup d'efforts qu'on ne voit pas, qui ne sont pas du tout répertoriés, parce qu'ils se passent comme ça, plutôt dans le tissu informel. Ça requiert aussi des efforts bilatéraux intenses. C'est pour moi la métaphore la plus apte pour parler de la collaboration, la gouvernance collaborative, c'est le château gonflable dans lequel les enfants jouent. C'est beau, c'est drôle, ça marche, puis on éteint le moteur. C'est un petit peu ça, la gouvernance collaborative. S'il n'y a plus personne qui s'en occupe, et des fois ça suffit une personne, mais il faut que ça soit toujours la même personne dans ce cas-là, ça s'arrête très vite. Parce que les silos, ils ne sont pas là malgré nous, ils sont là parce qu'on les fait, ils sont là parce qu'on travaille comme ça. Quand on a des budgets, des prises de décision, des règles à suivre, on a un, voire plusieurs supérieurs hiérarchiques auxquels il faut répondre. Les collègues de l'autre organisation qui ne veulent pas répondre à mon mail, ils commencent lentement à me créer des soucis. Donc, est-ce que je continue ou est-ce que je ferme la porte de mon silo, s'il y a petiment décrit, et je continue comme je suis censé le faire du point de vue de ma hiérarchie. Donc, c'est toujours des choses qui existent parce qu'on fait en sorte qu'on discute, qu'on travaille. J'ai beaucoup travaillé avec les pompiers et je m'étais dit, moi, bêtement, ils passent leur temps à faire des choses dangereuses, très excitantes, etc. Je m'étais dit, comment je vais faire pour aller avec eux, traîner une journée comme ça, ma femme ne va jamais me laisser le faire. Et finalement, on a passé notre temps dans des bureaux, à boire des cafés, avec des gens d'organisations diverses et variées, pour préparer justement ces questions. Et alors, justement, il posait des questions sur des cas d'application. Il disait, qu'est-ce que vous feriez si jamais ça et ça? Donc, il se disait, non, oui, là, non, c'est pas trop. C'est comme ça, en discutant, en cherchant des excuses, qui crée des relations et qui crée comme ça un capital qui permet ensuite de faire des choses plus ambitieuses, de faire des choses qui avancent. Il y a aussi le problème des positions dominantes dans ces réseaux. Quand vous êtes les pompiers et que vous demandez à un aéroport, qu'est-ce que tu fais si jamais il y a un feu dans un avion qui est atterri, etc. L'aéroport sait pertinemment que les pompiers sont en droit de dire « nous on vient avec un mur rouge, la musique et la lumière et on arrête tout ». Ça coûte 1 million d'euros de la journée, je crois, à l'aéroport, si jamais il n'y a plus d'opérations comme ça faisables. Donc forcément, on les écoute. Donc il y a des acteurs comme ça qui ont un poids considérable. Quand Tesla vient à Berlin pour dire « on voudrait mettre une gigafactory chez vous », tout d'un coup, c'est plus Berlin qui décide sur beaucoup de questions. Donc il y a ce problème aussi, comment est-ce qu'on gère ces positions dominantes dans des situations de gouvernance, et donc on l'a vu aussi dans ces cas, comment est-ce qu'on fait aussi ensuite pour atteindre ces acteurs-là? Comment est-ce qu'on fait, d'ailleurs il faudra que vous m'expliquiez, pour atteindre le président du Kosovo et avoir 1h30 de rendez-vous, lorsque la première question c'était mais qui c'est le CICES? Et puis c'est finalement donc des systèmes sous tension. Donc l'idée du château gonflable, ça marche pour ça, parce qu'il y a des pressions qui vont dans les deux sens, et c'est exactement ça en fin de compte. Ces systèmes fonctionnent parce qu'ils sont constamment sous tension, et qu'il y a donc des individus qui s'occupent de les maintenir en l'état. Donc des systèmes sous tension, il y a plein de forces comme ça qui vont dans tous les sens et les sens contraires. Et le mot qui est revenu dans chacune des 3 interventions, moins à l'oral que dans le texte, c'est le mot orchestrateur. C'est vraiment des chefs d'orchestre qui s'occupent de faire en sorte que non seulement il y ait tous les musiciens, mais qu'en plus ils jouent
et qu'en plus il joue de telle sorte à ce que ça rende quelque chose non seulement de correct, mais d'exceptionnel. Et donc c'est un travail qui est, en tout cas il faut bien l'admettre, c'est pas un travail qu'on enseigne dans tous les cours et dans toutes les formations managériales. Et donc un plan d'action, mais plutôt peut-être aussi un plan de formation aussi, de réflexion. Comment est-ce qu'on aide les individus qui participent à ces initiatives? C'est des questions managériales sur qui participe et pourquoi. Donc on a eu cette question plusieurs fois. Quand est-ce qu'on fait participer quel citoyen, par exemple? Qui participe et pourquoi? Si votre problème c'est d'organiser l'évacuation des œuvres d'art d'un musée d'une taille conséquente, tout d'un coup vous ne pouvez pas faire participer n'importe qui non plus, parce que ce n'est pas le genre d'information qui est censé devenir public. Comment est-ce qu'on fait? Donc il y a des situations qui requièrent une expérience plutôt technique, et où il faut que ça aille vite, et où on va chercher plutôt l'efficacité, voire l'efficience. Et puis d'autres questions, à l'inverse, on va chercher l'inclusion, on va chercher des informations la plus exhaustive possible finalement. Quel cadre de fonctionnement? Et ça c'est quelque chose aussi qui était dans les 3 interventions, et je vous encourage à lire le dossier à ce sujet, sur la façon dont c'est organisé. On parle par exemple à Arras de comitologie. C'est une science vraiment, là-bas, je reprends votre mot, pour organiser la façon de travailler ensemble, organiser la gouvernance de cette gouvernance collaborative. Et donc, j'imagine aussi derrière des décisions sur comment est-ce qu'on prend nos décisions, qui prend ces décisions, qui finance et comment, qui évalue quoi, pourquoi et avec qui. Et puis donc, pour finir, qui gouverne. Je vous remercie beaucoup. Et nous allons prendre des questions. Questions courtes et réponses courtes. Merci beaucoup. Alors évidemment, les chercheurs parlent aux chercheurs, donc quand quelqu'un parle de sociologie de la traduction, il active forcément un petit bip dans la tête de ceux qui pratiquent la sociologie de la traduction en recherche, et donc ça les intéresse. Moi, on a vu dans le cadre de l'expérience et du réseau qui se forme qu'on fabrique beaucoup d'objets qui permettent, des artefacts qui permettent de faire en sorte que les gens se parlent. Moi, dans certains de mes travaux, on a montré que les objets qu'on fabriquait, en fin de compte, ils provoquaient l'inverse. Et qu'ils passaient d'objets frontières à objets barrières, en fait. Et est-ce que vous avez observé dans les systèmes comme ça de logistique qu'on veut mettre en place, où il y a quand même une bonne volonté, qu'en fin de compte, à un moment donné, ça ne marche pas parce qu'il y a des objets qui se retrouvent à produire un effet antagoniste à ce qu'ils sont censés produire en lien, en fin de compte, et qu'au contraire. Et donc, par exemple, une mesure ou un fichier de collaboration qui, en fin de compte, se retrouve remplir la fonction inverse. C'est-à-dire que comme on est dans le fichier, on ne collabore pas, alors que c'est la fonction du fichier. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que vous avez constaté ça, ou alors ça s'est bien passé, quoi? J'ai envie de dire que le cœur du métier, quand même, le cœur de métier, du programme Interlude, c'est la concertation. Donc il y a des outils après qui permettent effectivement soit de travailler, tout à l'heure je parlais de légitimité, de valoriser les actions qui sont mises en place, donc c'est plutôt des plateformes d'échange, de partage de bonnes pratiques. On n'a pas, enfin en tout cas de ce que je connais, du retour que l'on a, on n'a pas d'effet inverse, au contraire, puisque ça continue, et de plus en plus les collectivités veulent la mise en place de... ce matin on a parlé de scénario planning, alors c'est plus pour du très long terme le scénario planning, mais sur du court ou moyen terme, même des outils de modélisation, de voir si je mets en place telle pratique, quel est l'impact finalement sur la réorganisation totale de ma logistique urbaine. Ça oui, il y a des besoins en termes d'accompagnement, de prise de décision. Mais je n'ai pas vu en tout cas d'effet inverse aujourd'hui sur la mise en place des outils. Parce que la concertation, elle reste quand même, on a parlé de chef d'orchestre, Interlude, il y a des agents sur place qui accompagnent au quotidien en fait cette médiation finalement qu'il y a entre les différents acteurs. C'est ça l'outil principal finalement. Et aujourd'hui, c'est extrêmement bénéfique. En fait, je dis ça parce que souvent dans ce genre de processus, c'est dans le temps long qu'on évalue si effectivement processus. Alors le problème aujourd'hui, c'est que le programme est trop jeune. Voilà. Enfin, ils l'ont développé en 2020, les premières
Et le danger, c'est par collectivité. moment, par exemple, nous on avait constaté qu'il y avait des listes d'entreprises qui permettaient dans certaines situations de faire en sorte que les acteurs se parlent et donc fassent la traduction. Et qu'en fin de compte, le changement de statut de la liste, en fait, qui a accès à la liste, ça venait rendre la liste à changer de statut, en fait. Et là, un outil, tant que tout le monde peut y avoir accès, ça se passe bien. Et puis, si dans le temps, dans la gestion du processus, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, non, maintenant c'est moi qui gère et puis je restreins les accès. Alors, et là, ça se transforme et là, ça devient contre-productif. Donc, je sais pour plus, ça. je crois que c'était la ville de Biarritz. Tout à l'heure, vous avez évoqué la Poste. Alors, en fait, la difficulté, c'est propre à la logistique. Il y a une très forte compétition entre les acteurs. De toujours. Ils ont essayé de mettre, par exemple, un seul acteur qui gérait le dernier kilomètre pour le compte des autres prestataires. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, tout l'intérêt de garder un médiateur, un chef d'orchestre indépendant. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué l'expérimentation avec la Poste. La Poste, elle essaie de mettre le pied dans la porte, on va dire, et d'être ce chef d'orchestre. À mon avis, voilà, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que la Poste est beaucoup trop impliquée au niveau de... Alors, je ne dis pas que les expérimentations ne vont pas fonctionner, je ne connais pas les expérimentations, mais en tout cas, la Poste essaye de prendre le rôle d'interlude, elle n'y arrivera jamais. Et d'ailleurs, ils étaient en compétition, parce qu'il y a eu Interlude Plus, donc c'est un programme qui est sur tous les 3 ans, en fait, d'engagement. Ils ont re-signé Interlude Plus, et la Poste avait répondu à l'appel à projet, en fait, pour être retenu comme le chef d'orchestre. Et ça a été refusé, ne serait-ce que pour des raisons en plus politiques. Et les fédérations professionnelles, elles sont au vent debout, elles n'accepteront jamais. Pourquoi ? Parce que la donnée, elle est stratégique en termes de flux, entrant, sortant, et donc ils veulent des partenaires qui soient complètement indépendants et qui garantissent la confidentialité de la donnée, pour ne pas qu'elle soit utilisée, en fait. Donc la Poste, j'ai peur qu'elle se heurte à une situation très critique. Et là, c'est pour ça que quand vous dites les outils, oui, à condition que le médiateur, ou en tout cas le chef d'orchestre, soit indépendant du secteur. Si c'est un prestataire comme la Poste, ça ne fonctionnera pas. Il y avait eu déjà des expérimentations dans le début des années 2000 en Angleterre et ça n'a jamais fonctionné. C'était les postes anglaises et ça n'a jamais fonctionné, en fait. Oui, alors pas d'un point de vue technique parce que c'est pas du tout mon sujet, mais d'un point de vue opérationnel, je partage tout à fait ce qui est dit là. On s'est rendu compte que en fait tout le monde sur le papier veut collaborer si c'est lui qui coordonne et dirige. Et bien sûr c'est pas dit comme ça, mais c'est vraiment évident. Vous mettez autour de la table, prenez la diplomatie, c'est évidemment le Quai d'Orsay. Je veux dire la France Diplomatie. Vous parlez au niveau régional, c'est toutes les structures d'appui, CCI, régionales, etc. Vous parlez à l'agence AFD, c'est l'AFD. C'est appui, mais c'est l'AFD qui gère. Et en fait, chaque acteur vous explique qu'il est le seul à bien connaître les règles du jeu et que comme il est très ouvert d'esprit, il est capable de travailler avec tout le monde, dès lors qu'il organise le jeu. Et s'il n'y a pas un acteur qui est réellement indépendant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être inféodé, c'est très difficile, parce qu'au début, en quelques mois, on peut en perdre son latin. C'est-à-dire que entre les sollicitations pour être attaché, les problématiques financières, etc. Enfin, c'est très compliqué d'avoir une indépendance. Je suis commissaire aux comptes, je sais ce que c'est l'indépendance. Pour le coup, je peux bien en parler. L'indépendance, c'est quelque chose qui se conquiert, qui ne se décrète pas, même avec des textes. Donc il faut être indépendant tout en étant capable d'avoir une légitimité, ce qui est très compliqué, parce que l'acteur arbitre, s'il n'a pas par ses pairs la légitimité, c'est compliqué. Donc il faut être très vite, et c'est pour ça que nous, on a répondu à cette problématique, en allant chercher des personnes physiques, des hautes personnalités qualifiées, c'est-à-dire en allant chercher de la compétence, non pas de manière dogmatique, marketing, mais en allant chercher des faiseurs qui ont démontré et qui ont une autorité naturelle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire, ils ne vont pas peut-être essayer d'eux, ils ne sont pas en train de décrire, ou ils ont fait. Et donc ça nous permet d'avoir cette légitimité parce que sinon ce serait totalement impossible. David. Je trouve que c'est un élément important qu'on aborde là sur le rôle d'orchestration finalement, parce que quand on regarde d'autres politiques publiques, en particulier la politique sociale, la loi NOTRe il y a quelques années donne le rôle de chef de file
au département pour l'organisation de la politique sociale. Une semaine après, je participe à un colloque invité par un centre intercommunal d'action sociale. Le titre du colloque, c'était les CCAS-CIAS, coordonnateurs de l'action sociale. En fait, tout le monde est dans ces périmètres de pouvoir, de guéguerre sur les compétences, la répartition, le partage. Et je trouve que là, une solution qui pourrait émerger, c'est justement ce rôle d'orchestration de tierces parties. Ça peut être le cas peut-être avec le programme Interlude et l'ADEME, qui n'a pas forcément de vocation politique ou organisationnelle. Ça peut être le cas avec, sur le plan diplomatique avec cette organisation. Ça peut être le cas aussi un peu avec des projets qui sont peut-être Action Cœur de Ville en transversalité, qui vont mettre autour de la table des acteurs publics et privés pour arriver à rénover un centre-ville, par exemple. Donc ce rôle d'orchestration me semble assez intéressant pour peut-être des solutions à imaginer pour le futur. Ça, c'était pour la remarque. Pour la question, quand on évoque la notion de gouvernance, ce qui me semble important, c'est la question du sens commun. Parce que même dans l'idée de gouverner, c'est d'abord peut-être la direction que je prends. Et quand on est dans des formes d'organisation très simples, la gouvernance, elle est aussi simple. Enfin, moi, quand je mène un projet tout seul, j'arrive à peu près à m'accorder avec moi-même. Et donc, les décisions que je vais prendre sont plutôt cohérentes avec ce que je pense. Dès qu'on est deux, ça devient déjà un peu compliqué. Et quand on est beaucoup plus nombreux, ça l'est encore plus. Et donc, la question que j'avais envie de poser, c'est comment créer ce sens commun avec des parties prenantes sur vos domaines de compétences là, respectifs qui sont tout à fait différents. Comment arriver à créer un alignement stratégique? Parce que quelque part, si cet alignement stratégique autorisé par la question du sens et de la route n'est pas présent, les modalités finalement de mise en œuvre de la coopération, quelque part derrière, on pourra œuvrer pendant de nombreuses semaines et on n'arrivera pas à grand-chose. Donc comment avez-vous dans vos expériences perçu ces processus d'alignement stratégique avec peut-être au départ des conflits d'intérêts entre les acteurs qui peuvent être très importants et petit à petit, une route peut se dégager alors qu'on n'avait peut-être pas conscience de cette route au départ de par les séparations des intérêts individuels. Moi, je pense que c'est la notion de sens, d'intérêt général, et aussi un petit peu d'urgence, des fois. Dans notre cas particulier, le fait qu'il y ait quand même une prise de conscience qu'il y a une vraie guerre. J'avais discuté avec M. de Sertine il y a quelques temps. Il m'avait dit qu'il n'y aura plus jamais de guerre lourde en Europe, ça sera des guerres technologiques. Et tout ça, c'est une question réglée. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et qui est très compétent et qui accompagne nos dirigeants et qui les conseille. En fait, on voit que le monde est changeant et peut nous surprendre. Et donc, le fait de redonner du sens en partant juste de ce postulat, il n'y aura pas de guerre, il y a une guerre. Le monde change très vite et donc il faut s'adapter. Et en fait, quel est notre sens? Quel est notre intérêt supérieur? Parce que ces guerres de pouvoir, ça marche bien quand c'est installé, quand les choses fonctionnent bien. Et on voit bien qu'on arrive à mobiliser les acteurs, surtout avec l'action d'un tiers comme le CICES dans notre cas, à partir du moment où on a un alignement d'intérêts sur la notion démocratique, sur la notion de stabilisation par la coopération, et ensuite la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de démontrer que le système qu'on a mis en place, en tout cas que la coopération qu'on a mis en place, fonctionne. Avec des KPI, comme dans le privé, avec des indicateurs de performance qui sont excessivement bien choisis en termes de temporalité, de dynamique, etc. Donc ça, c'est vraiment important, parce que sinon la confiance se perd. Oui, pour répondre aussi à votre question, je pense que la question du sens, elle est fondamentale. On l'a mis dans nos différentes présentations les uns les autres. Il y a la question aussi du leadership. Le leadership, c'est une conquête, hein, c'est pas de fait. Effectivement, une collectivité a ou non une habitude de travail, une habitude ou non, une vision ou non, hein, finalement, du court, moyen et du long terme. Et ensuite, sur un projet de territoire donné, sur une stratégie donnée, qu'elle soit de long terme, qu'elle soit plus courte, dans le cadre d'une période de contractualisation européenne comme Interreg, chacun des acteurs, il voit aussi midi à sa porte, hein, de toute façon. Chacun n'est pas intéressé par 100% d'un projet, chacun essaie de voir un petit peu ce que ça lui apporte. L'intérêt dans la négociation, parce que c'est aussi une négociation, c'est que ce soit gagnant-gagnant, à la fois techniquement, pour l'ingénierie, pour l'exécutif avec lequel on travaille. L'ensemble du projet de territoire, la région Hauts-de-France ne l'accepte pas à 100%, le département du Pas-de-Calais non plus, mais il faut quand même qu'il puisse y avoir un socle et une assise quelque part. Donc les trois mots que je retiens, c'est cette capacité d'orchestration qui nécessite des compétences techniques de la part de l'exécutif et aussi d'une mise en synergie du partenariat sur une vision commune des choses. Et puis c'est cette question de leadership fondamentale.
la conduite du leadership dans le temps. Quand l'action de leur cœur de ville va se terminer, est-ce que les villes moyennes n'auront plus de projet? N'auront plus la capacité à avoir un projet. Tout ça, ça dépend en fait de la personnalité de l'élu, de la personnalité du DGS et de ses équipes aussi, à donner une impulsion, à vouloir et à transmettre. Voilà. Je voudrais rebondir sur le commentaire. Dans le secteur privé, c'est exactement ce qu'ils font. Quand des compagnies aériennes décident de se mettre ensemble pour mettre leurs compétences ensemble, personne ne dirait d'accord, on fait ce que KLM ou Air France a décidé. Donc il y a aussi des entités qui sont créées pour gérer ces intérêts, gérer les logiciels. Star Alliance, GmbH en Allemagne qui gère ça pour la Lufthansa et tous leurs partenaires, qui a un pouvoir maintenant sur cette alliance qui est énorme. C'est une façon d'organiser, c'est jamais neutre, mais c'est une façon d'organiser au sens institutionnel les compétences, quoi. Et en l'occurrence les compétences réseau, les compétences d'orchestration. Et pour revenir sur ta question, c'est la confiance justement, quoi. Comment est-ce qu'on la crée, parce qu'elle n'est pas là au début en général, et quand on a par exemple ce genre de situation où on va avoir sur plusieurs niveaux plusieurs acteurs qui vont dire c'est clairement notre rôle, c'est aussi parce qu'ils se disent si on le laisse aux autres, ils vont tirer le drap et puis c'est fini. Donc une façon que j'ai observé moi qui fonctionne, c'est de rabaisser un petit peu la marche, et au lieu de commencer par quel est notre intérêt commun ou le sens, etc., c'est de regarder déjà où est-ce qu'on se gêne mutuellement et comment est-ce qu'on peut travailler pour éviter les frictions. Parce que comme ça déjà c'est beaucoup plus simple à aborder comme sujet, ça permet de travailler sur un objectif qui est quand même assez gérable et sur lesquels on est tous d'accord, on se gêne. Donc il y a une façon, je pense, en passant comme ça, de créer justement un semblant de confiance au début et sur le long terme quelque chose qui peut fonctionner pour des projets plus ambitieux. Alors, juste peut-être pour compléter, pardon, sur l'alignement stratégique, alors je ne reviendrai pas sur le modèle de 24 Aman, sur tout ce qui est technologie de l'information quand même, stratégie, positionnement, structure. Alors, sur le terrain, nous, ce qu'on a pu voir dans la logistique urbaine, c'est qu'à partir du moment où on partage les bénéfices, tout le monde se met d'accord autour de la table. C'est assez simple. Là, concrètement, ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est de la mutualisation, de la consolidation, à la fois collaboration horizontale et verticale. Collaboration horizontale, ça veut dire que sur une même zone géographique, on est capable de réunir pour des approvisionnements ou de la distribution une entreprise qui est dans la pharmacie, une entreprise qui est dans le textile, une entreprise qui est dans la grande distribution. Donc on arrive à partager. Mais ça va de l'ordre de, sur une année en flux transport logistique, c'est de l'ordre de 25% de gains. Donc très vite, on l'a fait dans le secteur, il y a une chaire avec l'Estia que tu connais, hein, sur Bali, qui est sur le textile. Ils se sont réunis pour faire depuis l'Asie jusqu'en zone géographique, donc achat mutualisé, distribution en ville, sur la zone de la côte basque. Sur une année, c'est 25% de gain sur l'ensemble des flux. Donc, à partir du moment où le gain, il est extrêmement... Le seul problème, en fait, après, c'est des questions organisationnelles. C'est comment on s'assure qu'on gère bien le risque lorsqu'il y a des conteneurs partagés, etc. Donc là, ça devient compliqué. Mais en tout cas, à partir du moment où on partage les gains, tout le monde se met vite d'accord, en fait. Oui, je voulais vous poser la question, en essayant d'expérimenter un peu ces questions de gouvernance collaborative, je trouve que la place de l'imaginaire est assez importante finalement, puisque au fond, il faut parfois sortir des sentiers battus. Je voulais peut-être vous entendre là-dessus, en quoi l'imaginaire et l'imagination est importante dès lors qu'on s'engage dans des logiques de gouvernance collaborative. Ça tombe bien, je travaille là-dessus. On utilise des méthodes en ce moment avec la région Grand Est pour travailler sur des projets comme ça, dits complexes ou transversaux, où on travaille avec un artiste plastique qui fait vraiment, qui apporte du matériel et qui les laisse travailler. C'est un petit peu comme la méthode Lego, mais en plus sale. Voilà, hein, donc pour l'état de la salle après. Mais ça permet surtout ensuite de travailler avec des métaphores. Par exemple, si on... J'en ai un exemple, je ne vais pas dire sur quel sujet, mais sur une certaine politique publique, l'action publique a été décrite comme une pieuvre. Et on leur a dit quand même, c'est quand même un choix très particulier, quoi. Donc voilà, on a passé après une demi-heure à discuter de ça, pourquoi, puis donc les collègues autour rebondissaient, étaient d'accord, pas d'accord, etc. Ils venaient tous de directions différentes. Et donc c'est d'utiliser des méthodes comme ça
Ça a permis justement de laisser cet imaginaire un petit peu sortir, de laisser les gens réfléchir à qu'est-ce que pourrait être, donc en l'occurrence donc à Nancy on parle du massif des Vosges, la route des Crêtes, ces questions-là, qu'est-ce qu'on en fait, le ski dans les Vosges. Donc bon, c'est des choses comme ça sur lesquelles on réfléchit en utilisant voilà, des méthodes inspirées des arts quoi, finalement, pour permettre à ces idées au moins de sortir et puis de voir où est-ce qu'il y a des choses qui coincent, quoi. Où est-ce qu'il y a des choses par contre où il y a des désaccords, il y a des valeurs qui clashent, etc. Donc oui, et je pense que c'est très utile. Alors par contre, c'est assez spécial à faire accepter par tous les participants quand on commence le matin. Sur la question de la créativité, en fait, pour moi, ça doit être un talent ou une compétence de chacun des agents d'une municipalité, par exemple, ou d'un EPCI. Et ça fait partie aussi des modèles de formation qui sont désormais présentés dans les formations proposées par l'État, par l'INSET. La créativité, c'est hyper important. Et demain, dans les ateliers qu'on va avoir sur la prospective, c'est un petit peu ce que j'attends avec mon élu qui sera présent demain matin, c'est-à-dire comment imaginer la ville de demain. Bon, voilà, c'est quand même relativement ouvert. On aurait tendance à parler des transitions numériques et écologiques, mais là, je pense qu'il faut partir d'une table rase et tout se permettre finalement, de manière complètement décomplexée. Voilà, donc c'est aussi ce que j'attends de demain. Je fais un peu de publicité pour mon atelier, animé par Philippe Vasquen. Et j'ai aussi mes collègues qui sont là côté Ville d'Arras dans la salle, et notamment notre DRH, et je pense qu'elle m'entend, mais cette question de créativité dans les collectivités, dans les services de l'État, voilà, on fonctionne aussi en silo par métier. On vient de formations qui ont un lien avec les politiques régaliennes ou pas. Voilà. Et il y a les gens du domaine de la culture, du sport, de la cohésion sociale. Et quand on est DGS, effectivement, on doit orchestrer toute une collectivité avec des gens si différents. Hein, voilà. Mais il faut peut-être développer une culture commune quelque part. C'est aussi un enjeu, je pense, assez complexe. Juste pour compléter sur l'imagination, il faut être aussi des fois un petit peu ignorant et béotien. Parce que moi, je me rends compte que dans des domaines où on n'y connaît rien, on arrive des fois avec un petit peu de bon sens à faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et c'est notamment de l'éclectisme que naît la richesse, on nous le dit souvent. Et on a été chercher des acteurs, par exemple, dans le monde de la culture, dans le monde social, qui sont très éloignés de la notion, par exemple, diplomatique, et qui ont réussi à connecter. On me demandait comment on touche un chef d'État. En fait, tout simplement, on en allait les voir. C'est-à-dire que en imaginant qu'on peut aller les voir simplement et que s'ils se sont engagés en politique, c'est pour changer les choses et qu'ils ne sont pas tous pourris et qu'ils ne sont pas tous très éloignés de nous. Mine de rien, cette image-là, de devoir passer par des codes, par un certain nombre de strates, de se freiner soi-même, ça empêche l'action. Et donc l'imagination de dire on va pouvoir changer quelque chose très vite, de manière un peu naïve des fois. Moi, je peux partager avec vous un exemple, avec un ministre. On m'explique que la France est super performante dans plein de domaines d'expertise, qu'on met à disposition énormément d'expertise dans des pays, mais que quand il s'agit de construire des infrastructures, de mettre en place des technologies, eh ben, on a toujours les États-Unis avant nous, voire après l'Allemagne, etc. C'est quand même dommage de voir passer les trains. Et donc, bon, je retiens ça, je continue de documenter un petit peu, j'entends à droite, à gauche. Et puis, on a une discussion avec un ministre sur l'organisation d'un événement sportif majeur mondial. Je dis, tiens, la France, elle connaît un petit peu quelque chose, elle va connaître encore un peu mieux dans quelques mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer? Bien sûr, c'est prévu, etc. La France va vendre ses compétences, faire valoir son savoir-faire. Et on m'explique qu'il va y avoir des groupes de travail, des comités, des organisations, des rencontres, tout ça pendant 3 ans. Et on va donner pendant 3 ans. Dans le privé, quand on monte une joint venture, tout est écrit au départ, c'est négocié de manière assez âpre. Si on n'est pas d'accord, on n'y va pas. Et quand on y va, on suit ça vraiment, c'est pas en réunion ouverte, on suit ça de manière très, très pointue. Donc moi, j'ai proposé immédiatement lors d'une réunion au ministre, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une exclusivité France? Parce qu'avec tout ce qu'on fait, là, tout le monde est content, on peut avoir une exclusivité France? On m'a expliqué qu'en diplomatie, il n'y avait pas de notion d'exclusivité, ça ne marchait pas comme ça, etc. Mais néanmoins, le ministre m'avait dit oui, ça me paraît normal, oui, après tout, si vous y allez, que ce soit des entreprises françaises derrière. Bon, les Américains le font. Hein. Quand ils disent on vient, on va vous mettre 250 millions de dollars, il faut qu'on en gagne, ils ne le disent pas comme ça, mais il faut qu'on en gagne 3 fois ou 4 fois en autant de temps. Alors des fois, cette imagination de penser un peu de manière simpliste et sur des raisonnements un peu simplistes, ça permet de faire quand même bouger les choses. Parce que la petite histoire, c'est que
On a quand même fait bouger un petit peu les lignes. On n'est plus sur des groupes de travail avec 3 à 3 ans, etc. On a vraiment tout le réseau de l'ambassade, etc. Une mobilisation avec un groupe d'entrepreneurs, etc. Et les structures d'appui d'organisations gouvernementales françaises qui sont rentrées en ligne de compte. Voilà, un exemple concret, comme quoi des fois l'imagination au pouvoir de l'action, ça marche quand même. Oui, juste deux questions en fait. La première, je sais que parfois en diplomatie, pour amener la confiance dont parlait Olivier, on commence par travailler sur quelque chose qui n'a des enjeux pour personne, sur lequel il n'y a aucune perte. Voilà. C'est le fameux débat du deuxième tour où on discute pendant des heures sur la taille de la table. En fait, personne n'y perd rien, ça ne changerait rien, mais ça oblige à déjà tester la façon de... Donc, est-ce que c'est une méthode que vous utilisez ou qui vous paraît intéressante et réutilisable dans des domaines beaucoup plus complexes? Et ma deuxième question, c'est par rapport aux coopérations dont vous parlez, est-ce qu'il faut des acteurs avec des compétences particulières, une souplesse d'esprit, une agilité, une forme d'empathie, etc. Ou est-ce qu'il faut obligatoirement, comme l'a rappelé Gisèle, un intérêt commun avec un bénéfice clairement partagé au départ, qui d'une certaine façon oblige? Je vais commencer par la deuxième question. Je pense qu'en effet, de mobiliser des acteurs qui ont une notion de compétence et d'expérience, surtout aussi, puisque pour reprendre le propos, d'avoir démontré, c'est quelque chose. La preuve par l'exemple, ça parle à tout le monde. D'avoir su mettre en place un plan de paix sous mandat de l'ONU, etc., les gens comprennent. Il n'y a pas besoin de réexpliquer. Par contre, c'est certain qu'avoir de l'agilité intellectuelle, etc., c'est important, mais ces personnes-là qui ont ces expériences-là, elles ont toujours été chercher ça par rapport à un but. Et ce but, il est, nous, dans notre cas, très clairement, la notion de démocratie et la notion de paix, qui a mobilisé. Même si tous les jours, on ne va pas changer le monde, on ne se dit pas que... mais néanmoins, il y a quand même ça à travers l'ADN, et de se dire qu'il y a quand même besoin de se mobiliser. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se mobiliser. Alors je ne vais pas citer tous ceux qui sont dans le CICES, il y en a quand même de plus en plus qui se mobilisent. On a par exemple des conférenciers qui sont régulièrement à la manœuvre en faisant des conférences, qui expliquent, etc. Et là qui ont par exemple envie de s'engager un peu plus de manière opérationnelle, de mettre en application un certain nombre de choses qu'ils répètent depuis des années en conférence. Et là, ils ont envie d'être dans le terrain de l'action. Donc, on voit cette notion d'engagement. C'est ce que je voulais dire sur la deuxième question. Sur la première, juste si vous pouvez me... La première, c'est que je sais qu'il y a dans certains cas, certaines situations de diplomatie, on commence par faire travailler l'ensemble des acteurs sur une situation sans enjeu. Alors, je l'ai pratiqué aussi, et ça a bien marché, en fait. On a mis du temps, mais... une fois qu'on a travaillé sur quelque chose sur lequel personne ne va vraiment perdre, en fait, les méthodes de coordination sont déjà en place sans la peur de s'engager dans quelque chose dans lequel on pourrait perdre lourd. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire découvrir aussi les territoires, de se faire rencontrer les personnes. C'est vrai que pour pouvoir commencer à discuter, il faut se connaître un minima. Et alors il y a tout le rôle officiel diplomatique où l'ambassadeur vend la France, est présent physiquement sur le territoire. Mais le fait de créer des échanges, et notamment avec les collectivités, que ce soit une mairie, une communauté d'agglomération, le fait de venir créer des liens qui ne sont pas forcément habituels dans la diplomatie, parce que quand on parle diplomatie, on parle souvent au niveau de l'État, on parle au niveau de grandes politiques, de la politique étrangère, etc. Moins du fait de pouvoir créer du lien avec notre savoir culturel, notre savoir-faire culturel du Nord, par exemple, où on n'a pas parlé de la table, mais on a parlé de nos bières, on a parlé de notre capacité dans la région à être accueillant et à faire venir. Et c'est vrai que c'est plus facile après de réenclencher sur un sujet de coopération quand on a réussi à faire venir le ministre dans le Nord. Pourquoi le Nord et pas Paris, etc. Pourquoi Lille? Enfin, ça crée du lien. Donc, c'est un peu la table, mais sur des sujets qui sont humainement aussi, qui créent du lien entre les hommes. Parce que
c'est très différent, on se rend compte quand il y a un changement par exemple de poste, et ça arrive assez régulièrement. On nous a dit tous les 4 ans, moi j'en ai déjà vu là plusieurs dans plusieurs séances, ça change de poste, les gens sont différents, et on se rend compte que ça change complètement. C'est normal, c'est humain. Mais c'est aussi une des problématiques, c'est que vous avez un ambassadeur, ou vous avez un directeur, ou vous avez un ministre qui a une certaine vision humaine, etc. Ça change de personne, tout change. Et donc c'est quand même assez compliqué. Donc le fait d'essayer de dépersonnifier aussi, de créer du lien avec autour, pas simplement le grand chef, mais toute l'organisation autour, c'est important et ça permet de créer du lien. Oui, mais alors, quid de la coopération décentralisée qui est déjà à l'œuvre dans les régions? Là, est-ce que ça c'est pas à un moment donné un moyen de créer de la confusion dans quelque chose qui est déjà pas facile à se mettre en œuvre? Parce que les régions, elles ont des politiques de coopération décentralisée qui sont fortes. En Nouvelle-Aquitaine, ça fait des années qu'ils pratiquent ça. Je suppose que dans les Hauts-de-France, c'était le cas. Alors, comment un acteur ad hoc non gouvernemental ne vient-il pas potentiellement créer la confusion dans le cadre de ces politiques-là? Alors, très bonne question. C'est en fait Réponse rapide. Oui, très vite. Le but a été justement de ne pas réinventer ce que font d'autres personnes, c'est-à-dire ou d'autres organismes. C'est-à-dire que très clairement, par exemple, dans la région, il y a toutes les filières de coopération et on passe le relais. De la même façon que dans la diplomatie, dès lors qu'on se met à parler de politique diplomatique réellement, on passe le relais à l'ambassadeur. Nous, on s'efface immédiatement. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on veut de la coopération, il ne faut pas prendre les casquettes qui ne sont pas les nôtres. Et donc, le but, c'est simplement d'être un passage de témoin. Il existe tout ce qu'il faut dans la région. Quand je parlais de faire découvrir la région, ce n'est pas nous, CICES. On a passé la main aux organisations locales, que ce soit même au niveau de la préfecture, que ce soit au niveau de toutes les organisations régionales, au niveau du département, et on a simplement connecté. Et c'est-à-dire que là, à ce moment-là, ça va plus vite. Ils n'auraient pas forcément pensé prendre au niveau des Hauts-de-France, on a le département, la région, etc., la préfecture, on a passé les relais et ensuite les acteurs ont joué leur rôle. Donc pas de confusion, au contraire, justement, une très bonne remarque. Très rapide, j'ai reçu la pancarte des maîtres du temps. Commentaire très rapide, merci. Alors, sur la partie logistique urbaine, au niveau des acteurs, ne serait-ce que la concertation, c'est apprendre quelles sont les contraintes de chaque acteur déjà. Ça, c'est extrêmement important parce que on voit même aussi que les riverains, ou en tout cas les citoyens que nous sommes, alors moi je ne le fais jamais, mais quand on passe commande sur Amazon, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière en termes d'organisation, d'impact. Donc je pense que déjà aussi le fait d'échanger, de connaître les contraintes de chacun, et moi je fonctionne beaucoup par une approche très systémique, je travaille à la théorie dynamique des systèmes, où on voit qu'une décision d'un acteur a un impact, il y a des boucles de rétroaction dans le temps, et finalement c'est tout un écosystème en fait qui est impacté. Donc ne serait-ce qu'au niveau de la concertation, je dirais que c'est important de connaître les contraintes de chacun. Simplement en quelques secondes, mais vous dire aussi que la question du leadership et de l'orchestration, elle dépend aussi de 2 choses, c'est-à-dire que prendre en considération le besoin de l'autre et des autres, et respecter, la deuxième chose, ses prérogatives, c'est-à-dire chaque acteur a ses propres compétences, et la force du leader, la force du chef d'orchestre, c'est aussi de l'admettre et de faire participer. Voilà. Mais comprendre les besoins de l'autre, c'est connaître aussi ses peurs, ses limites, et puis voilà, ça met aussi de la bonne dynamique dans le bon système, voilà, simplement. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Si je ne me trompe pas, il y a une pause café maintenant. Voilà, oui, donc c'est l'heure de la pause. On se donne... Merci beaucoup. On se donne une dizaine de minutes de pause. Donc vite le café pour être en forme pour la fin de l'après-midi. Et puis on reprend, donc il est 40, on reprend vers 5.